Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Odyssée, votre émission d'actualité spatiale sur les ondes de Radio GMT. Je suis très content de vous accueillir ce soir pour le premier épisode de notre 5e saison. Déjà 5e saison, à chaque fois je le dis mais j'y crois pas trop. Ça fait déjà plus de 4 ans qu'on fait cette émission ensemble et je suis toujours autant heureux de les animer avec mon compère Thomas. Je vais casser les codes, je vais vous présenter directement. Donc bonjour Thomas, bonsoir, comment tu vas ? Bah écoute, bonsoir Simon, ça va très bien, ça fait un petit coup de vieux quand même quand tu dis saison 5. Moi je me souviens quand on a commencé dans d'anciens studios, un peu à l'arrache faut le dire, un peu plus qu'aujourd'hui. Puis on a eu la phase Covid où on était au fond de notre lit avec l'ordi sur les genoux et le casque sur les oreilles. C'était une très belle expérience aussi, mais c'est vrai que voilà, saison 5, c'est pas rien, très fier, très heureux. Et puis en plus on attaque ce premier épisode en parlant d'un projet qui est incroyable, avec un invité qui est fantastique. Je te laisse... Tu me tends une perche magnifique, merci beaucoup déjà pour ces mots et c'est vrai qu'on est content de se retrouver ici en vrai, en physique et on accueille ce soir pour commencer cette saison 5 Willem Roux. Donc tu es ingénieur au CNES, enfin tu travailles au CNES mais tu vas pouvoir te présenter un peu plus précisément dans l'émission, mais déjà on souhaite te remercier d'être avec nous ce soir, donc bienvenue. Bonsoir, merci de m'accueillir et moi aussi je suis ravi du coup d'ouvrir cette 5e saison avec vous. Bah écoute, pour ne pas changer les choses complètement, on va quand même se passer notre générique qui nous suit depuis la première saison, donc on en est très content encore une fois. On se retrouve juste après. Dans la structure de l'émission, rien ne change, du moins pas pour l'instant, donc on va commencer par une petite partie actualité spatiale. Il y a des choses à dire parce qu'il s'est passé quelques semaines depuis notre dernier enregistrement, mais on va commencer par toi mon cher Thomas, tu voulais nous parler d'une mission, d'un lancement assez inattendu peut-être. Oui, c'est vrai qu'on parle souvent des grandes agences à travers le monde, le CNES, la NASA, l'ESA, le CSA et bien d'autres, pour ne pas citer la JAXA aussi. Eh bien, il y a le Sénégal qui a lancé son premier satellite en orbite, pas plus tard que le 16 août dernier, donc on est le 22 août au moment de cet enregistrement. Alors, il s'appelle, je suis désolé si ma prononciation n'est pas parfaite, il s'appelle Gaïndé Sat 1A. Alors Gaïndé qui veut dire lion en Wolof, qui est donc la langue traditionnelle au Sénégal. J'ai fait mes petites recherches. Et donc ce petit nanosatellite d'environ 10 cm d'arête pour un bon kilo de charge utile, eh bien il a vocation à observer les ressources en eau, surveiller le climat. J'ai vu aussi l'évolution du déplacement ou de la prolifération des moustiques qui transmettent notamment le paludisme et ce genre de choses. Et donc eh bien, ça a décollé depuis la base de Vandenberg à bord d'une Falcon 9 avec pas moins qu'à peu près 116 covoitureurs, j'ai envie de dire, dans cette fusée. Donc voilà, moi j'ai trouvé que c'était une annonce assez cool, justement, de voir bien que certains pays prennent cette nouvelle souveraineté technologique d'envoyer des éléments dans l'espace pour justement aussi utiliser l'espace aussi pour de la surveillance climatique, de la surveillance, c'est hyper intéressant. Et en plus, le petit partenariat assez cool, c'est que eh bien, c'est l'université de Montpellier a des étudiants qui ont travaillé sur ce satellite. Voilà, donc je ne sais pas si Willem, Simon, vous en avez un peu entendu parler, ce que vous en pensez, mais petit tour de table. Alors pour ma part, moi je l'apprends là aujourd'hui. Je savais effectivement que l'université de Montpellier était impliquée dans plusieurs projets de nanosatellites avec des groupes d'étudiants, mais voilà, ravi d'apprendre ça. Ouais, puis c'est à la fois, comme tu l'as dit, une manière de reprendre un peu le contrôle sur sa souveraineté spatiale, qui est quand même importante, mine de rien. Là, c'est des causes en plus qui sont quand même très nobles, mine de rien, de suivre les ressources en eau dans tous les pays du monde en ce moment, et particulièrement dans des pays comme le Sénégal. C'est hyper important. On le voit, nous, avec SWAT en France, même s'il est international dans son observation. Et en plus de ça, il est capable de faire bien d'autres choses, alors que même que c'est un tout petit satellite, on peut le considérer comme microsat ou CubeSat, parce que je crois qu'il fait 1 kg, quelque chose comme ça. 1 kg à peu près, donc c'est vraiment... Donc, et c'est fou de se dire aussi à quel point la miniaturisation du spatial a été quelque chose qui a permis à de nouveaux pays, à de nouvelles puissances, si on peut dire, d'accéder à cet environnement et à ces outils-là. Donc franchement, très heureux. En plus de ça,
avec un projet étudiant français, c'est encore plus sympathique comme nouvelle, j'ai envie de dire. Et en plus de ça, donc c'est un vol rideshare de SpaceX qui permet quand même de lancer beaucoup de projets à moindre coût, ce qui est quand même quelque chose de très très important pour à la fois nos industries et aussi des pays comme le Sénégal et bien d'autres qui commencent à viser un petit peu l'espace avec ce genre de satellite. Donc non, très bonne nouvelle que j'ai vu passer de manière assez inattendue, mais que j'ai suivie avec un grand plaisir. On peut donc enchaîner, si tu n'as rien à rajouter, sur une deuxième actualité qui nous a paru intéressante, qu'on a découvert. Moi, je ne m'y attendais pas. C'est en fait en suivant un petit peu les actualités sur différents réseaux sociaux, pour ne pas les citer, d'un survol de la planète Terre et de notre satellite, la Lune, de la sonde JUICE, qui était partie loin, loin dans les confins de notre système solaire, qui a donc comme cible la planète Jupiter, mais qui, pour des questions de mécanique spatiale, est repassée nous faire un petit coucou assez proche quand même, parce que mine de rien, elle est passée à 6840 km de la Terre, ce qui peut paraître beaucoup, mais quand on parle d'un satellite qui va à plusieurs centaines de kilomètres par seconde, c'est très proche. Et en fait, elle s'est servie donc de ce passage proche de nous et de la Lune pour se réorienter et se catapulter en direction de Vénus, qui est sa prochaine destination, qu'elle atteindra le 31 août 2025 en toute logique. Et donc ce but, c'était de... Il y a toute une trajectoire que vous pouvez retrouver sur Internet assez facilement sur le site de l'Agence spatiale européenne, qui vise à arriver auprès de Jupiter, alors pour pas dire de bêtises, en 2031. Je crois que c'est en janvier, mais j'ai pas envie de m'avancer. Mais le but, c'est de pas d'arriver trop vite et d'avoir à freiner comme on peut, et d'envoyer beaucoup d'ergols à ce moment-là, donc de carburant si on veut dire. Et donc là, via ces différents passages par la Terre, par Vénus, ça va revenir nous voir 2 fois ensuite auprès de la Terre. Ça lui permet d'arriver avec une trajectoire optimale qui lui permettra donc de s'injecter, comme on dit, en orbite de Jupiter, puis de Ganymède, et donc elle est vraiment passée très très proche de nous le 19 pour le passage auprès de la Lune et le 20 août dernier pour auprès de la Terre, et on a de très belles images qui commencent à sortir. On en aura sûrement d'autres dans les prochains jours ou les prochaines semaines, mais c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. C'était une première d'ailleurs, c'était un premier survol Lune-Terre pour une mission qui a été envoyée par nous, humains, et c'était aussi une première double assistance gravitationnelle. C'est comme ça qu'on appelle le fait d'utiliser un astre pour se catapulter vers une autre destination. Donc ça a été une réussite totale pour l'instant, en tout cas des informations qu'on a, et j'avoue que j'étais étonnamment un peu stressé, parce que j'ai su ça quelques jours avant et je l'ai suivi au jour le jour, et visiblement tout s'est très bien déroulé, donc très heureux, et je pense que les équipes sont soulagées. Willem, peut-être que tu peux nous en dire un peu plus, peut-être que tu côtoies des gens qui ont croisé les doigts très fort. Oui, alors il s'avère effectivement qu'au CNES, j'ai la chance d'avoir dans mon bureau la chef de projet Joyce, donc qui me partage très régulièrement les actualités. Voilà, donc j'étais bien au courant de cette double assistance gravitationnelle. J'avoue que j'ai sûrement vu les photos un peu avant tout le monde. Et pour une photo, donc une simple photo de la Lune ou de la Terre, mais quand même, comme toujours, émerveillé devant de telles photos, surtout quand on imagine voilà, la vitesse à laquelle elle est passée près de nous. J'ai plus le chiffre en tête, mais voilà, ce n'est qu'une étape dans son long voyage vers Jupiter. Et c'est vrai que ce genre de trajet, là, à savoir qu'elle repart plus vers le système interne, quoi, vers Vénus, pour ensuite repartir vers Jupiter, on se rend compte effectivement que la mécanique spatiale est loin d'être intuitive. Voilà. Donc pour toutes ces raisons-là, projet incroyable. Ouais, comme tu le dis, c'est vraiment un projet qui est fou, et puis qui a des objectifs qui sont assez fous, d'aller chercher un peu des traces de vie sur une planète, sur des lunes comme ça, avec plein de mystères qui est autour. C'est presque une épopée spatiale qui pourrait tenir de la science-fiction, mais pas encore. Pour l'instant, on est bien dans le réel, et ça, c'est génial. Et puis, ouais, ça a donné des premières images que j'ai vues moi aujourd'hui qui sont canons. De la Terre, de la Lune, ça c'est très très cool. Et peut-être que Willem ou toi Simon, vous aurez l'info, combien de temps à partir d'aujourd'hui où donc le SAT vient de passer nous voir, combien de temps il lui reste avant d'atteindre Jupiter? 2031, donc Ouais. si on calcule, ça fait un peu plus de 6 ans, quoi. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est janvier, j'ai un doute, hein, mais donc on va dire entre 6 et 7 ans, mais elle va revenir nous voir avant. Là, Oui. donc c'est 2025, je l'ai dit, donc c'est ou fin août 2025 où elle devrait faire une nouvelle assistance gravitationnelle autour de Vénus cette fois-ci, pour après revenir nous voir
revenir nous voir et cette fois-ci se catapulter une dernière fois vers Jupiter. Donc oui, encore bien 6 ans de trajet. De toute façon, il y a la Juice Bar qu'on peut suivre sur X, ex-Twitter, qui est assez drôle. C'est un compte qui personnifie Juice et qui nous dit à combien de pourcentage de sa destination elle se trouve. Et j'aime bien suivre, retourner voir tous les mois ce qui se passe et à combien on est. Mais non, et puis en plus, ce qui est important, parce que cette mécanique spatiale, encore une fois, il faut aller voir les schémas parce que c'est très particulier, permet d'économiser du carburant, etc. Mais là, elle a aussi permis de recalibrer un instrument de Juice, l'instrument RIME, ou RIM, je ne sais pas comment on l'appelle, qui était perturbé par le bruit interne, disons, de Juice, qui n'avait pas été prévu à cette hauteur-là. Et donc, du coup, là, au passage auprès de la Lune, si je ne me trompe pas, ils ont pu faire des mesures avec cet instrument pour essayer de le recalibrer et de gommer, si on peut dire, dans les grandes lignes, ce bruit de fond qui aurait pu un petit peu impacter la mission. Donc c'est mine de rien une assistance gravitationnelle qui a eu en plus de ça un impact technique et scientifique. Donc hyper important et très content de savoir que pour le moment, encore une fois, tous les voyants sont au vert pour la suite de la mission. Pour vous faire un tout petit débrief aussi d'une information qui vous avait été passée, une actualité dans la dernière émission donc de la saison 4, on avait parlé rapidement des 2 astronautes qui avaient été envoyés avec un vaisseau construit par Boeing sur le Starliner, donc dans l'ISS. On avait dit qu'ils étaient arrivés non sans encombre jusque dans l'ISS. Je pense qu'à l'heure actuelle où vous écoutez ce podcast, vous n'êtes pas sans savoir qu'ils sont, je mets des guillemets avec les mains, vous ne les voyez pas, mais bloqués dans l'ISS. Effectivement, leur vaisseau a eu de nombreux dysfonctionnements, ce qui fait que, en toute logique, ils ne devraient pas rentrer sur Terre avec ce vaisseau, en tout cas de manière prévue. Si jamais problème il y a sur l'ISS, ils pourront rentrer avec, bien entendu. Mais là, la NASA n'a pas encore communiqué à l'heure où nous sommes, donc le 22 août, sur la décision définitive. Donc c'est pour ça qu'on en parle rapidement. Mais il y a de fortes chances que ces 2 astronautes qui étaient censés partir dans l'ISS pour 8 jours, ils restent 7 mois. Parce que pour l'instant, la solution la plus plausible, disons, pour leur retour sur Terre, ça sera donc avec le prochain vaisseau SpaceX Dragon, Crew 9, si je ne me trompe pas, qui devrait donc rentrer sur Terre en février 2025. Donc je pense qu'il y en a qui sont peut-être contents ou pas, ça dépend, les familles à Terre peut-être un peu moins, mais les astronautes de passer plus de temps que prévu dans l'ISS. Mais bien sûr, on vous tiendra informé sur Horizon et Odyssée de l'avancée de tout ça. Mais on voulait quand même vous faire un petit débrief parce qu'on en a parlé dans les 2 précédentes émissions. Donc voilà, c'était à peu près tout, je pense, pour la partie actu, à part si Willem, tu voulais rajouter quelque chose ? Non. Ok, bah écoute, c'est parfait. Moi, je suis curieux de savoir s'ils vont faire une Félix Baumgartner pour redescendre, sinon. Alors, je pense que pour des points de vue, encore une fois, de mécanique spatiale, s'ils se jettent de l'ISS, ils ne redescendront pas sur Terre, en tout cas pas vivants. Catapultage avec un bon parachute en carbone. On passe de 40 km, parce que c'était la hauteur à laquelle a sauté Félix Baumgartner, à 400 km. C'est pas les mêmes contraintes. Je chipote sur les chiffres, mais admettons. Effectivement, ce n'est que 10 fois plus haut. Peut-être qu'ils vont envisager ça. Tu pourras envoyer un mail de candidature à la NASA. Mais si on n'a pas d'autre chose à rajouter, je te passe la parole, mon cher Thomas, pour un instant Space Culture. Merci Simon. Alors pour notre instant Space Culture, déjà à main levée autour de cette table, est-ce que si je vous dis Xenomorph, ça vous parle ? Oui, j'aime pas beaucoup, mais ça me parle. Ouais, toi aussi Willem, ça Oui, tout à fait. Ouais. Donc Xenomorph, bien sûr, comme vous le saurez pour ceux qui aiment un petit peu la science-fiction, vous aurez dû le voir passer, Alien Romulus est sorti. Alors Romulus, eh bien, en référence à Rémus et Romulus, donc les 2 fondateurs de Rome, du moins dans la légende, mais peu importe l'aspect historique, puisqu'ici on va parler de bouffage d'humains par un gros méchant alien, pour la faire simple. Alors moi je suis allé le voir au cinéma. Franchement, il est très très cool. On est vraiment dans une ambiance space opéra un petit peu à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on retrouve les codes des premiers films, c'est-à-dire une technologie un petit peu entre la VHS et la technologie futuriste qui permet d'aller dans l'espace. Voilà, donc ça moi j'adore, c'est un style qui me plaît beaucoup. On est sur une épopée spatiale, on voit, moi un truc auquel j'étais très sensible, c'est qu'on voit beaucoup plus les humains sur leur colonie dans l'espace, pas uniquement dans un huis clos dans un vaisseau. Donc rien que pour ça, je vous invite à aller en découvrir plus sur l'univers d'Alien. Et puis, eh bien, le réalisateur Fede Alvarez semble être un passionné, donc il a vraiment rendu hommage à la première trilogie. Et en plus, eh bien, le film vient se placer entre le premier film et le deuxième film. Et il a réussi à faire quelque chose auquel je ne m'attendais pas. J'étais agréablement surpris puisque il y a une forme d'alien, sans faire aucun spoil, qui est assez originelle, qui sort de l'ordinaire.
Pour ceux qui ont vu les premiers Predator, on avait déjà connu un xénomorphe qui était combiné à de l'ADN de Predator, qui était vraiment super cool. Moi j'avais vu ça ado, je l'avais trouvé hyper badass. Et ben là, on a une version un peu plus glauque quand même, il faut le dire. Mais je vous invite à aller le voir parce que c'est une expérience plutôt cool. Ça nous replonge bien dans les premiers Aliens. Et moi, ça m'a juste donné envie de regarder à nouveau la trilogie. J'ai acheté pour l'occasion Alien Isolation qui fait bien flipper le jeu. Que je recommande aussi d'ailleurs parce qu'il est en promo partout avec la sortie du film. Donc franchement, une belle expérience cinématographique, des musiques au poil et une ambiance vraiment très très cool. J'avoue que moi j'en ai des retours aussi assez positifs. Je ne suis pas sûr que c'est le genre de film que je vais aller voir au cinéma. De une pour le prix de la place et de deux aussi parce que je pense que je vais flipper grave. Donc c'est une expérience. Si on veut la vivre comme ça, on la vit comme ça. Moi j'avoue que dans mon canapé avec un petit téléchargement ou une plateforme légale, sait-on jamais, je pourrais regarder ça avec plaisir. Mais non, j'en ai eu des bons retours et j'ai été assez fan de la première trilogie. Un peu moins de ce qui a suivi, mais de la première trilogie beaucoup. Donc je suis curieux. Il paraît que c'est un bon héritage de cette histoire-là d'Alien et des films qui sont liés. Donc non, très curieux. Franchement, pour l'instant, ça me donne bien envie. Ouais, Willem, toi aussi, je t'ai vu réagir au Alien Isolation justement. Alors, déjà, il faut que je rattrape effectivement la première trilogie que j'ai vue il y a très longtemps. Il va falloir que je fasse ça vite afin de pouvoir aller voir voilà, mais au moins voilà, pour aller voir Romulus au cinéma. Et au niveau jeux vidéo, oui, j'ai peut-être réagi, je me demandais juste s'il était sur Nintendo Switch, mais ça m'étonnerait. Pas sûr. Alors j'ai un doute, je crois pas, parce qu'en plus les graphismes sont assez poussés. Pour avoir aussi la Switch, j'ai jeté un œil, mais moi je l'ai pris sur Xbox et franchement le jeu vaut le coup. Et il fait flipper, j'ai entendu dire. Oui. Ah, oui. En fait, c'est vraiment pour faire un petit biais sur le jeu, parce que ça colle aussi dans le point Space Culture, hein, mais le jeu fait flipper, mais en plus vraiment, il y a un sentiment de fragilité dans le jeu qui est fou. C'est-à-dire que moi je l'ai fait avec Léo, un pote, on l'a fait dans le canapé à deux, dans l'obscurité la plus totale. Et en fait, au début, tu commences, t'affrontes des humains. Donc t'as un flingue, c'est cool, tu dis ouais, ok, ça va le faire, tu vois. T'as ton flingue, déjà, ensuite tu vois des androïdes. Et là, c'est pas la même. C'est-à-dire que les androïdes, ils te pougnent la gueule en 30 secondes et tu peux rien faire. Mais quand tu croises le premier alien qui se déplace extrêmement vite, donc tu peux mâcher ta touche sprint, tu n'as aucune chance, qu'on se le dise bien. J'ai tiré peut-être l'équivalent de 6 balles du Colt Magnum qui est mis à disposition. Je ne lui ai fait ni chaud ni froid au machin. Et puis il doit avoir 3-4 petits finishes un peu à la Mortal Kombat pour te mettre à terre et te bouffer la gueule. Donc je vais être très honnête, en 2 heures de gameplay, je pense qu'on a hurlé quelques fois. Très honnêtement, mon chat a fait quelques bonds dans l'appartement. Le côté isolation, en plus de te retrouver enfermé avec un truc qui est potentiellement derrière toi à tout moment. Ouais, mais c'est grand, tu vois, c'est grand, Oui. t'es dans une grosse base spatiale, tu te dis, t'es à la base spatiale Sébastopol, c'est grand, c'est cool, et je te dis, en fait, toutes les mécaniques du jeu sont hyper sympas parce qu'on te donne le sprint, on te donne des armes, on te donne des mécaniques de jeu, de cachette et tout ça qui te font croire que tu vas pouvoir te mettre à l'abri, mais en fait, non. Tu ne peux pas. L'alien peut te chasser où tu veux, tu te caches dans un placard, il va t'ouvrir ça comme une boîte de thon et il va venir te chercher. Et alors moi je suis à deux doigts de racheter une Kinect parce qu'en fait il y a un petit module que j'ai vu, tu peux connecter une Kinect et en fait le jeu va capter le niveau sonore de ta pièce et en fait si tu parles dans la vraie vie, le son va être retransmis dans le jeu et l'alien va pouvoir t'entendre. Donc en plus il faut que tu fasses pas un P quoi. L'immersion la plus totale. Donc je recommande autant le film que le jeu, mais vraiment n'hésitez pas à aller voir le film parce que même si Simon, tu fais dans ton froc au cinéma, ça vaut vraiment le coup. C'est plus de me dire que je vais payer 15 balles pour faire dans mon froc comme tu viens de le dire. Je peux le faire dans mon canapé gratuitement quoi. En fait, il y a pas de souci et en plus bon, c'est plus propre que dans une salle de cinéma. Bref. Nous n'épiloguons pas sur des choses comme celle-ci. Merci beaucoup Thomas pour ce point Space Culture. Effectivement, ça donne bien envie quand même d'aller voir ce film, mine de rien. Et on va donc repasser au gros sujet de notre émission, parce que tu es avec nous, donc Willem, ce soir, parce que tu l'as dit dans ton portrait d'espace qu'on invite tous les auditeurs et auditrices à aller écouter. Tu travailles sur le projet Gaïa. Est-ce que dans un premier temps, tu peux déjà nous en dire un peu plus sur l'objectif principal, disons, de ce projet? Après, on va détailler, mais qu'est-ce qu'il est censé faire et en quoi il consiste? Bien sûr. Alors, si on revient au début de l'histoire, le projet Gaïa a commencé à être imaginé au début des années 2000. Il avait déjà, on savait à l'époque, pour rôle de prendre le relais à la mission Hipparcos. Donc alors, si on revient encore un peu en arrière, la mission Hipparcos était un satellite français, mission française, qui a recensé quelques dizaines de milliers d'étoiles afin de réaliser une première carte de ce qu'on pouvait observer dans le ciel depuis les environs de la Terre.
Donc début 2000, démarrage du design de ce que deviendra Gaïa. Je passe les étapes. Lancement de la mission en décembre 2013, peu de temps avant Noël, à bord d'une Soyouz. C'était à l'époque où les Soyouz décollaient encore du CSG, donc Centre Spatial Guyanais. Voilà, depuis cet instant-là, le CNES a pu démarrer son rôle. Donc le CNES avait un peu de suivi de conception du satellite, puisqu'il a été conçu essentiellement en Haute-Garonne, puisqu'il a été intégré chez Airbus, à l'époque Airbus Defence and Space, avec pas mal de parties de la charge utile qui étaient elles-mêmes vraiment de Haute-Garonne, puisque même les miroirs primaires, secondaires et certaines optiques ont été fabriquées chez nous. Et donc, le CNES s'était engagé à participer donc, au consortium de traitement des données Gaia, donc qu'on appelle le DPAC pour Data Processing and Analysis Consortium. Le CNES s'était engagé à traiter une bonne partie des données. C'est pour ça qu'au final, la mission Gaia, même si aujourd'hui elle est partie donc, au point de Lagrange L2, elle continue en partie aussi à Toulouse, dans le centre de traitement de données qui est installé au CNES. Alors, pour juste revenir sur un point technique que tu viens d'évoquer, le point de Lagrange L2 sous-entend que Gaïa, donc la mission, le satellite, n'est pas en orbite de la Terre, mais situé à 1,5 million de kilomètres à peu près, c'est ça ? Exactement. Et qui est comparable au JWST et au James Webb Space Telescope. Tout à fait. En fait, le point de Lagrange L2 est très apprécié par les missions spatiales astrophysiques, puisqu'il s'agit en fait d'un point d'équilibre gravitationnel, instable, certes, mais où ça demande très peu d'énergie en fait pour rester en orbite. L'avantage d'être à cette distance-là, à ce point-là, c'est d'être suffisamment loin de la Terre. Si on était en orbite basse, en fait, 50% du champ de vision de l'instrument serait occupé par notre belle planète bleue, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est l'univers. Donc, l'avantage à aller en L2, c'est que la Terre devient plus qu'un petit point dans le champ, alors certes très brillant, et qu'il faut éviter de pointer pour ne pas griller tous les détecteurs, mais voilà, le point L2 donc, peut être stable si on se maintient autour. On a une communication assez simple avec le satellite, puisque 1,5 million de kilomètres avec une position bien connue dans l'espace, on arrive facilement à communiquer avec. Et alors, le point L2 souvent est représenté comme dans l'ombre de la Terre, bien évidemment. Les satellites ont besoin d'énergie solaire pour fonctionner, donc c'est pour ça qu'on ne se met pas pile au point L2, on se met en orbite autour du point L2. Et effectivement, on y retrouve actuellement 2 autres missions que sont le James Webb Space Telescope et Euclid, qui sont actuellement au point L2. Mais avant ces missions-là, il y a aussi eu d'autres missions iconiques comme Planck. Je pense pas plus aux missions européennes. Mais voilà, moi, c'est Planck qui m'avait marqué. Mais voilà, beaucoup de télescopes spatiaux sont passés par là. Et plein de futurs projets de télescopes spatiaux iront aussi se placer en orbite autour du point L2. Et alors du coup, d'une manière un peu simple, on va dire, à quoi et à qui vont servir les données récoltées par Gaïa, justement ? Alors, je reviens peut-être un peu sur la mission initiale, parce que je ne pense pas avoir fini tout à l'heure, mais Gaïa a pour but donc, de cartographier notre Voie lactée, donc, c'est-à-dire mesurer la position des étoiles, leur position dans le ciel, leur distance par rapport à nous, et si possible aussi calculer leur vitesse. Donc pour pouvoir connaître leur vitesse, il faut effectivement observer sur une certaine durée les étoiles, on y reviendra peut-être plus tard. En fait, l'objectif était 1 milliard d'étoiles. Voilà, dans la base de données. Aujourd'hui, en 2024, si on se rapporte au dernier catalogue qu'on appelle DR3, donc le 3e catalogue des données Gaïa, on a répertorié jusqu'à 1,8 milliard d'étoiles. Donc on a atteint l'objectif initial aujourd'hui. En complément, il y a plein d'autres données. Il n'y a pas seulement des informations sur les étoiles. Voilà, donc tout plein d'objets, qui soient du système solaire ou bien des objets extragalactiques. Et tout ça, toutes ces données servent donc à plusieurs catégories de personnes. Donc, évidemment, initialement, ça a été pensé pour les astronomes professionnels et les astrophysiciens. Au final, les catalogues de données Gaïa sont une base de données
très riche, très complète. Dans la plupart des cas, justement dans les différents catalogues d'objets, on bat certains records. Et c'est une mine d'or incroyable pour les chercheurs qui peuvent effectivement aller faire des analyses statistiques parmi les étoiles. Ils peuvent essayer de reconstituer, par exemple, la structure 3D de la Voie lactée dans l'univers local afin de comprendre quels ont pu être les événements qui ont façonné la galaxie telle qu'on la connaît aujourd'hui. Si jamais on va piocher dans la base de données des astéroïdes, on va effectivement pouvoir connaître la dynamique de beaucoup d'objets, connaître en partie leur composition grâce aux données spectrométriques qu'on a sur ces objets-là. Et pareil pour des objets extragalactiques, aller justement observer d'autres galaxies que la nôtre, alors certes de beaucoup plus loin, mais analyser leur morphologie, leurs caractéristiques pour voir effectivement qu'est-ce qui a fait que elle ressemble ou elle diffère justement de notre Voie lactée. Donc voilà, ça c'était le premier public à atteindre, c'est la communauté scientifique, et je pense aujourd'hui on peut dire que l'objectif donc de toucher la communauté scientifique est bien atteint, puisque Gaïa bat des records aussi en termes de publication. Aujourd'hui, tout cumulé, depuis le début de la mission, on est à plus de 10 000 articles qui font référence à Gaïa, qui ont utilisé les données Gaïa. On est à un rythme de publication actuellement d'environ 5 articles par jour qui ont utilisé des données Gaïa, font référence aux données qu'on y trouve. Et c'est loin d'être fini. Voilà, on peut en être fier. Hein, on bat le record du James Webb Space Telescope. Alors certes, il est là depuis moins longtemps, mais si on prend une mission beaucoup plus longue, il y a le Hubble Space Telescope. Il est plus vieux que Gaïa, et malgré ça, on a plus de publications en lien avec Gaïa. Donc voilà, ça c'est une fierté européenne, je pense qu'on peut avoir, c'est avoir apporté cette mine d'or incroyable à toute la communauté astrophysique. Et puis surtout, ce catalogue, il est libre, il est public, accessible par n'importe qui. Donc ça touche vraiment toutes les communautés d'astronomes autour du globe. D'ailleurs, lors des publications de données, on a un suivi en direct en fait, des téléchargements, des tables, et on voit plein de points qui s'illuminent partout autour du globe. Alors en général, en plus, c'est publié à midi en Europe, donc il fait nuit à l'autre bout du globe, en Chine, et on voit des records de téléchargement, même côté Chine, où on voit que des chercheurs ont programmé le téléchargement automatique des données à midi, et ça, c'est chouette. Du fait que ce catalogue soit accessible publiquement, et bien au final, il est aussi accessible à des communautés d'astronomes, on pourrait qualifier un peu plus amateurs, mais quand même très professionnels, parce que l'utilisation qu'ils en font parfois est incroyable. J'ai un exemple bien concret. Par exemple, depuis que Gaïa récolte des données et publie des catalogues, on a une bien meilleure connaissance des positions des astéroïdes et des étoiles, comme je l'ai déjà dit. Et en fait, puisqu'on connaît bien la position, la vitesse des astéroïdes et la position des étoiles, on arrive à prévoir beaucoup plus facilement qu'auparavant les phénomènes d'occultation stellaire. C'est-à-dire qu'un astéroïde passe devant une étoile, on voit l'étoile s'éteindre, puis juste après, l'étoile se rallumer, grosso modo. Et il y a des astronomes qui se sont dit, mais attendez, si on se met à différentes latitudes sur le globe et qu'on fait une mesure donc de l'occultation stellaire avec enregistrement de date de début d'occultation et fin d'occultation, eh bien on peut réussir à reconstituer avec une bonne petite communauté d'astronomes avec leur télescope dans le jardin. On arrive à reconstituer en fait l'image projetée de l'ombre sur l'étoile, et en fait il y a un tracé particulier où on peut carrément deviner, même plus que deviner, on voit la forme des astéroïdes. C'est-à-dire que des astronomes amateurs avec du matos pas trop compliqué, grâce aux données Gaïa, eux aussi arrivent à réaliser des prouesses qui sont incroyables, et d'ailleurs qu'on peut presque pas faire sans une communauté d'astronomes justement qui se sont répartis donc à différentes latitudes, et grâce à eux, au final, les astronomes amateurs alimentent les bases de données plutôt catégorisées comme professionnelles sur la forme des astéroïdes. Voilà, c'est des données très précieuses pour les communautés de chercheurs qui travaillent sur les astéroïdes. Voilà, c'est un exemple très concret de l'utilisation en astronomie amateur. C'est assez impressionnant quand même quand la coordination de tous ces amateurs, tous ces passionnés qui arrivent à faire de telles prouesses, c'est vraiment fou. Et du coup, moi, il y a
mon esprit un peu rêveur qui s'est allumé quand tu as parlé justement de retracer un peu l'histoire du déplacement de certaines étoiles, l'histoire de la Voie lactée, en tout cas du système local. Est-ce que à travers toutes les publications que tu as pu voir, toi, à travers les données que tu traites, est-ce qu'il y a des premiers éléments de réponse que tu pourrais nous apporter de la plus simple des manières pour nous faire rêver un petit peu sur tout ça? Bien sûr. Alors, en fait, le tout premier catalogue Gaïa, lui, est paru en 2016. Donc, en 2016, c'était un catalogue très léger. On n'était pas encore à 1,8 milliard d'étoiles. Pareil, la mission existait depuis peu. On avait traité seulement un peu plus d'un an de données. Donc, on connaissait bien la position déjà des étoiles recensées, mais pas encore vraiment leur vitesse. Donc c'est plus à partir du deuxième catalogue où on avait une meilleure précision sur les vitesses, une meilleure précision et surtout des données beaucoup plus complètes sur toutes les étoiles qui nous entourent. Je pense que c'est vraiment à partir du catalogue 2, donc que beaucoup de communautés de chercheurs effectivement ont modélisé en 3D ce qu'on voyait depuis Gaïa de la Voie lactée. Et très rapidement, en fait, on a identifié des courants d'étoiles, c'est-à-dire que on peut regrouper les étoiles de notre Voie lactée par population. On voit qu'il y en a certaines qui tournent dans un sens, avec peu d'excentricité par exemple, et très peu inclinées. Puis il va y avoir un autre courant de groupe d'étoiles qu'on va voir beaucoup plus incliné sur le plan galactique. Voilà, et en regardant un peu toutes ces caractéristiques de trajectoire d'étoiles, effectivement, on identifie assez rapidement les collisions, on va dire, les plus récentes avec notre Voie lactée, parce que en fait, les galaxies spirales telles qu'on sait que la Voie lactée est une galaxie spirale aujourd'hui. Les théories, effectivement, les simulations numériques qui avaient été faites sur la formation de telles structures, parce que c'est gigantesque, hein, la formation de telles structures ne pouvait arriver que par la coalescence justement de plusieurs galaxies de plus petite taille et qui n'ont pas de structure très ordonnée. Voilà, donc là, ça a été confirmé grâce aux données Gaïa que, effectivement, alors on parle de merger hein, pour les galaxies qui ont rejoint la nôtre récemment, et aujourd'hui, on a identifié effectivement déjà plusieurs mergers. Donc le plus gros, qu'on appelle aujourd'hui Gaïa Encelade. Voilà, ça porte ce nom parce que ça a été justement détecté grâce aux données Gaïa. Ah, ça porte ce nom parce que moi j'ai découvert ça, elle aurait été avalée entre guillemets par notre galaxie il y a 9 milliards d'années, mais donc son nom Gaïa Encelade, c'est parce que c'est les données Gaïa qui ont permis de valider cette théorie en fait. Tout à fait. Ok, Oui. d'accord. Alors j'ai appris récemment que même les Anglais leur avaient encore donné un autre nom. Je sais pas, le courant avait une forme de saucisse ou je sais pas quoi. Apparemment, le vrai nom complet c'est Gaia Enceladus Sausage ou un truc dans le genre. D'accord. Bon. Officiellement, le vrai nom, c'est Gaia Enceladus. Voilà, donc le plus gros merger connu et confirmé qui constitue aujourd'hui un bon groupe d'étoiles de notre Voie lactée. Et il y a eu aussi la galaxie du Sagittaire qui serait passée, cette fois-ci qui n'aurait pas été avalée, mais qui serait passée pas loin de notre galaxie. J'ai vu des données donnent plutôt aux alentours de 500 millions d'années, donc ce qui est relativement récent à l'échelle de l'univers bien entendu, hein, mais ça peut aussi arriver que des galaxies se croisent et s'échangent éventuellement un peu de matière, je sais pas, de produits cosmiques entre guillemets entre elles. Ça peut arriver ça aussi sans qu'il y ait de fusion. Oui, tout à fait. Mais alors, le cas que tu me présentes ici, je ne l'ai pas en tête. En fait, Gaïa a permis de faire tellement de découvertes. Je ne peux pas avoir toutes les découvertes en tête. Bien entendu. Mais effectivement, lorsque des galaxies vont passer proches l'une de l'autre, alors si elles ont une certaine distance, elles ne vont pas forcément échanger de matière, mais elles vont avoir une influence gravitationnelle l'une sur l'autre, et on va pouvoir effectivement observer, par exemple, peut-être une forte inclinaison d'un groupe d'étoiles dans le halo de la galaxie. Voilà, ça c'est quelque chose qui est probable et qui est détectable probablement avec Gaïa. Moi j'ai surtout comme exemple en tête plus particulièrement le pont de matière qui a été relevé aussi par Gaïa entre les deux nuages de Magellan, le grand et le petit nuage de Magellan. Donc effectivement, ce sont deux galaxies naines qui, elles, n'ont jamais fusionné. Elles sont à une certaine distance l'une de l'autre. Mais on voit dans la dynamique de chacune qu'elles ont
il y a eu une époque où elles ont été plus proches et elles se sont influencées gravitationnellement. Voilà. Et aujourd'hui, il y a d'autres missions que Gaïa qui ont permis effectivement de mettre en évidence, par imagerie plus thermique dans l'infrarouge, d'un pont de matière résiduelle qu'il y a entre ces deux galaxies naines. Parce que tu l'as dit tout à l'heure, vous avez déjà réussi à collecter des informations sur 1,8 milliard d'étoiles, mais il faut le rappeler que ça représente à peu près à peine 1% du nombre d'étoiles qu'on estime être présentes dans la Voie lactée, donc environ 200 milliards, même si ça va sûrement évoluer à l'avenir, mais il n'y a pas que les étoiles que vous avez réussi à décrypter, à analyser, parce que comme tu le disais, donc il y a énormément de publications qui sont faites en lien avec les données de Gaïa, et on avait déjà parlé dans une précédente émission, il y a 2 ou 3 émissions, d'une publication qui portait sur des observations de trous noirs, et notamment du trou noir BH3, qui est dans la constellation de l'Aigle, qui a donc été découvert grâce à des données de Gaïa, parce que c'est un trou noir qu'on appelle donc dormant, donc qui, sans rentrer trop dans les détails, n'est que très difficilement observable parce qu'il n'est pas proche d'une étoile ou d'un astre, en tout cas où il pourrait retirer de la matière et donc être plus facilement visible parce qu'il va rayonner d'une certaine manière. Mais donc ce trou noir dormant qui a été observé grâce aux données Gaïa a prouvé que ce type d'astre pouvait être beaucoup plus massif que ce qu'on croyait. Il fait en l'occurrence 33 fois la masse du soleil, contrairement aux autres qui sont plutôt aux alentours de 10 fois la masse du Soleil. Donc on parle beaucoup de l'objectif initial qui est de Gaïa de cartographier les étoiles de la Voie lactée, mais on découvre en fait que, comme tu le disais avec l'exemple des astéroïdes, mais aussi là donc des trous noirs, beaucoup d'autres choses du système dans lequel on vit, dans le système à la fois solaire mais aussi bien sûr de la galaxie, beaucoup d'autres choses peuvent être observées grâce à ces données-là, et on se demande presque là où ça va s'arrêter parce qu'il reste tellement de données à analyser et tellement de recoupages peuvent être faits les uns avec les autres que, en fait, plus ou moins tout est possible avec ce genre de données. Parce que là, on parle d'astrométrie, si c'est le terme un peu officiel pour les analyses de Gaïa, mais on peut aller beaucoup, beaucoup plus loin en termes d'astrophysique et d'astronomie. Oui. Alors, tout d'abord, effectivement, on parle de mission astrométrique pour Gaïa, puisque le but initial était de mesurer la position des astres. Lorsqu'on connaît la position des astres à plusieurs dates, on peut estimer une vitesse. D'accord. Mais en complément de l'astrométrie sur Gaïa, dans le plan focal, on a aussi des CCD qui sont dédiés à la photométrie, donc à la mesure de l'intensité lumineuse des objets observés, mais aussi à des CCD qui sont dédiés à la spectrométrie, plutôt dans le rouge proche infrarouge. Donc en fait, c'est vraiment un instrument multi-domaine, hein, puisqu'en combinant astrométrie, photométrie et spectrométrie, effectivement, on peut remonter à énormément d'informations. J'y reviendrai un peu plus tard. Je vais aussi compléter juste par rapport à l'observation des étoiles, effectivement, donc 1,8 milliard d'étoiles dans le dernier catalogue paru, hein, donc 3e catalogue Gaïa DR3. On n'observera pas forcément plus de nouvelles étoiles dans les prochains catalogues. Donc 4e catalogue qui sortira à la seconde moitié, pas avant mi-2026 en tout cas. Et le 5e et dernier catalogue de Gaïa qui sortira autour de 2030. On n'aura pas beaucoup plus de sources, mais on aura beaucoup plus d'observations, donc des mesures de vitesse beaucoup plus précises. Si jamais les systèmes d'étoiles ou d'ailleurs d'autres astres bougent suite à différentes perturbations, par exemple des étoiles peuvent bouger, comme tu l'as dit, parce qu'elles tournent autour d'un trou noir, ou des astéroïdes peuvent bouger parce qu'ils ont une lune qui tourne autour d'eux. Une petite lune, hein, il y a un astéroïde, on parle d'astéroïdes binaires. Enfin voilà, toutes ces petites variations en fait, qui s'observent que dans le temps seront donc fortement enrichies par le 4e et 5e catalogue. Pareil, les 1,8 milliard d'étoiles, elles ne sont pas uniformément réparties dans la Voie lactée. Il faut bien se rappeler que nous sommes situés dans un bras de la Voie lactée, qu'on a, d'ailleurs on le voit déjà à l'œil nu dans le ciel, une traînée blanche qui nous bloque un peu, on va dire, une partie d'observation. Donc justement, c'est ce qu'on appelle la Voie lactée. Il s'agit en fait du disque de notre galaxie en direction du centre, qui est très brillant et qui est très densément peuplé en termes d'étoiles. Et en fait, Gaïa, c'est pas là où il a les meilleures observations, puisqu'on sature parfois à cause d'objets brillants ou des champs trop riches, on n'arrive plus à discerner 2 étoiles très proches. D'accord ? Donc en fait, les meilleures données qu'on a sur Gaïa, elles sont plutôt
orienté en direction de l'anticentre galactique, donc c'est vraiment la direction opposée, c'est-à-dire l'extérieur du disque, le bord, et puis voilà. Donc pareil, sur Internet, on peut facilement trouver des images où on voit la Voie lactée, une image d'artiste de la Voie lactée vue du dessus avec les étoiles connues de Gaïa, et on voit effectivement qu'elles sont plus orientées vers le bord du disque et un peu comme un éventail, quoi. Donc on n'a pas une vue uniforme de la Voie lactée, mais ce qu'on voit déjà depuis Gaïa, de toute façon on n'aura sans doute jamais mieux, en tout cas de notre vivant, hein, puisqu'on ne pourra jamais voyager de l'autre côté de la galaxie. Après, on peut rêver. Voilà. Et pareil, comme tu disais, effectivement, la mission initiale donc, était de relever au minimum 1 milliard d'étoiles. Et depuis, il s'avère que, enfin, on le savait déjà un peu à l'avance, mais qu'on allait avoir, en fait, dans nos observations en avant-plan, des objets du système solaire. Donc, et bien évidemment, les planètes, mais voir, elles brillent trop et elles sont immesurables par Gaïa parce que beaucoup trop brillantes, mais on détecte effectivement tout plein d'astéroïdes et d'autres objets d'ailleurs. On les regroupe sous le nom de petits corps du système solaire en général, puisqu'il y a aussi les comètes. Puis pareil, les astéroïdes, il y a différentes populations d'astéroïdes. Il y a ceux de la ceinture d'astéroïdes, il y a les Troyens de Jupiter, les géocroiseurs, les objets aussi transneptuniens. Donc on observe tous ces objets-là, puisque Gaïa en fait balaye le ciel en continu, et on les voit passer dans notre champ de vision. Donc il y a effectivement des traitements de données qui sont dédiés à ces objets-là. Et enfin, pareil, derrière les étoiles, en arrière-plan, on observe inévitablement tout plein d'objets tels que des nébuleuses, des galaxies, des quasars, des lentilles gravitationnelles. Et il s'avère justement que sur Gaïa, donc moi je suis coordinateur technique de plusieurs groupes de travail, de travail ou de travaux, mais je suis dédié en fait à une thématique qui s'appelle les objets complexes, et c'est tout ce qui est en fait objet non simple, et ça regroupe justement tous ces objets-là. Petits corps du système solaire, objets extragalactiques, étoiles multiples, système d'étoiles effectivement aussi avec des trous noirs. Donc au final, c'est vrai que typiquement la découverte de BH3, j'ai pu suivre justement l'histoire de cette découverte. En fait, Gaïa a la particularité donc, de publier des catalogues dont on annonce une date approximative à l'avance, d'accord, et normalement on n'a pas le droit de dévoiler d'infos tant que le catalogue n'est pas publié officiellement. Et en fait, il s'avère que comme j'ai dit, donc le catalogue DR3 est le dernier qui est sorti. Là, on travaille actuellement sur le catalogue DR4. Et en préparant justement les données pour ce 4e catalogue, pour valider nos chaînes de traitement, eh bien, on regarde un peu les cas aux limites, on regarde s'il y a des objets qui ont des caractéristiques un peu trop folles pour être véritables, pour être vrais. Et il s'avère que justement un des scientifiques avec qui on travaille au CNES, donc c'était justement Pasquale Panuzzo de l'Observatoire de Meudon. C'était, je crois, même un soir très tard ou une nuit où il travaillait là-dessus. Il est tombé vraiment par hasard en regardant les résultats produits au CNES, puisqu'en fait les traitements de données se font au CNES et après les scientifiques, eux, téléchargent les données pour valider. Voilà, en validant au final les chaînes de traitement sur les vitesses radiales et sur les objets multiples, ils sont tombés sur cet objet justement que lui-même a qualifié de licorne. C'était tellement improbable de découvrir un système binaire contenant un trou noir dépassant les 20 masses solaires aussi proche de nous que cet objet-là, c'est une première. Voilà, en fait, tu as parlé de trous noirs dormants. Donc Gaïa est très fort pour détecter les trous noirs dormants, puisque on a de par son instrument astrométrique, on a une précision des mouvements très fins, et on sait détecter quand un objet tourne autour d'un objet invisible. BH3, voilà, son nom l'indique, c'est déjà le 3e trou noir détecté par Gaïa. Comme j'ai dit, il faut plusieurs années d'observation pour pouvoir reconstituer vraiment une orbite complète. C'est pour ça que là, c'est vraiment sur le 4e catalogue où on commence, parce qu'au final, BH3 est sans doute que le 3e d'une longue série. Dans le 4e catalogue, effectivement, on prévoit de publier une liste de plusieurs nouveaux candidats de trous noirs dormants. Mais BH3 est vraiment
particulier de par sa masse, puisque effectivement les simulations numériques qu'on a pu faire, les observations qu'on a faites dans notre Voie lactée ne laissaient pas penser qu'on serait capable d'observer un trou noir dépassant les 20 masses solaires. Jusqu'à aujourd'hui, en fait, on en avait déjà détecté 25, 30 masses solaires, mais dans d'autres galaxies. La détection avait été faite par mesure des ondes gravitationnelles. Voilà, donc là c'est incroyable et il y a encore plein de travail à faire parce qu'au final, c'est qu'une première publication sur BH3. Les scientifiques vont réaliser plein d'observations complémentaires avec des moyens au sol, avec peut-être d'autres satellites, pour observer cet objet et mieux comprendre comment le système s'est formé et comment est-ce qu'on peut réussir à générer un trou noir stellaire de 33 masses solaires. Voilà, donc plein de belles perspectives encore. D'ailleurs, que ça soit en interne Gaïa sur la production du catalogue, mais aussi à l'extérieur dans les laboratoires de recherche sur justement écumer ce catalogue, cette mine d'or. Voilà, c'est comme effectivement aller au bord d'une rivière avec un tamis et essayer de chercher des petites pépites d'or au milieu de tout ça. Parce que voilà, un trou noir parmi 1,8 milliard, c'est exceptionnel. Et puis là, encore récemment, il y a 1 ou 2 semaines, c'est vraiment très récent comme nouvelle, mais c'est un autre exemple. Ça se passe en Chine. Alors, j'ai plus le nom de l'université en tête. Il y a un professeur qui donnait un cours tutoriel sur comment utiliser les données Gaïa et il donne à un groupe de 2 ou 3 étudiants un exercice, essayez de chercher dans la base de données Gaïa des naines blanches avec telles caractéristiques et puis liées gravitationnellement avec un autre objet. Donc cherchez 2 objets qui ont à peu près le même mouvement propre vu depuis Gaïa et en fait en faisant le tuto et en donnant cet exercice un peu au hasard, il est ressorti de cette recherche 5 objets, 5 naines blanches, dont un système justement de naines blanches qui a des caractéristiques incroyables pour la communauté. Voilà, c'est-à-dire que même lorsqu'on fait des démonstrations, on est capable de faire des découvertes. Voilà, donc ça a donné lieu à un papier, comme j'ai dit, il y a 1 ou 2 semaines. Et pareil, ce système d'étoiles binaires sera réobservé à nouveau afin de compléter nos connaissances sur ces objets particuliers. Ouais, moi j'aurais peut-être une dernière question pour clôturer cette émission, même si à mon avis on pourrait avoir beaucoup d'autres choses à dire et je pense qu'on en rediscutera à l'avenir, en tout cas je l'espère, mais tu l'as évoqué tout à l'heure, pour des raisons techniques, on ne peut pas observer l'entièreté de la Voie lactée, on a quand même observé 1% et c'est un peu une double question, est-ce que ces 1% sont suffisants à l'heure actuelle pour comprendre dans son ensemble, sans tout savoir, mais comprendre la construction de notre galaxie, donc la Voie lactée. Et est-ce que, pas forcément de notre vivant, mais il te paraît envisageable à l'avenir, que ça soit dans des centaines d'années peut-être, d'avoir un catalogue comme celui de Gaïa, mais avec quasi l'entièreté, ou en tout cas la majorité des étoiles de la Voie lactée? Alors, en observant peut-être dans des longueurs d'onde différentes, effectivement, on sera capable de cartographier d'autres types d'objets dans la Voie lactée, même des objets au-delà du centre galactique. En tout cas, pour ce qui est de Gaïa, comme j'ai dit, donc la mission, en tout cas le satellite va s'arrêter d'observer début 2025. Nous, on va traiter les données encore jusqu'en 2030 minimum. Et les chercheurs qui ont travaillé donc, sur la production de catalogues de données sont déjà en train d'envisager un successeur à Gaïa. Mais bien sûr, on ne pourra pas faire la même chose, hein, même si technologiquement, on est capable de miniaturiser pas mal de composants. En fait, ça devient intéressant si on observe dans une longueur d'onde différente, comme je disais. Donc, en fait, il existe un début d'idée d'un futur Gaïa qui s'appellerait Gaïa NIR, pour Near Infrared, proche infrarouge. Et c'est en observant justement dans cette longueur d'onde où on découvrira des objets qu'il était impossible d'observer avec le Gaïa actuel. Et on détectera plusieurs nouveaux objets où on apportera des nouvelles mesures et des nouvelles informations sur des objets déjà connus du Gaïa actuel.
Voilà pour ce qui est de la Voie lactée. Mais après, effectivement, comprendre la Voie lactée, comprendre sa formation, on ne peut pas seulement se regarder soi-même, il faut aussi regarder ses voisins. Donc, il y a plein de missions complémentaires qui justement, eux, sont dédiés à l'observation des galaxies et à leur morphologie. Donc je pense effectivement à Euclide, dont l'objectif principal d'Euclide est de répondre à plusieurs questions comme voilà, où est la matière noire, comment est-elle répartie dans l'univers. Mais au passage, on observe des galaxies et je sais qu'il y a des scientifiques qui justement prennent les données Euclide pour commencer à, voilà, à regarder nos galaxies voisines, comment elles sont composées. Alors de là à détecter des étoiles dans les galaxies voisines, c'est peut-être encore trop tôt, mais si effectivement on arrive à envoyer des télescopes plus grands que ceux actuellement dans l'espace, voilà, avec des ouvertures plus grandes et du coup où on pourrait atteindre une résolution plus grande, effectivement on peut envisager par exemple d'essayer de faire une cartographie un peu plus précise de la galaxie d'Andromède, qui est donc la galaxie majeure la plus proche de nous. Et déjà avec Gaïa, effectivement, on sait discerner quelques objets d'Andromède pour les étoiles les plus brillantes. Mais voilà, avec des nouveaux instruments, on pourra sûrement encore découvrir plein de nouvelles choses. Mais du coup, enfin, c'est vraiment, on voit la richesse des données de Gaïa, tu l'as dit, aussi bien parce qu'il va vous falloir encore des années pour tout traiter aux équipes à travers le monde, mais parce que finalement, il y a des étudiants à travers des universités qui, à partir comme tu l'as dit, d'un petit tuto, découvrent des objets qui n'avaient pas été découverts jusque-là, donc ça montre à quel point vraiment c'est un projet Gaïa qui est riche par ses résultats, et finalement qui a dépassé les espérances tant en termes de vie qu'en termes de données apportées. Donc vraiment, c'est hyper intéressant et je pense que j'invite tout le monde à aller consulter des photos, des images pour en savoir plus parce que c'est un projet qui, comme tu l'as dit, pour reprendre tes mots, il va y avoir la mort du satellite, un petit peu la mort de sa mission, mais qui va continuer sa vie à travers les données, les publications, les articles, les résultats scientifiques qui vont sortir, peut-être un Gaïa 2, donc vraiment c'est un projet qui vaut le coup, qui encore une fois donne un peu des étoiles dans les yeux quand même, il faut le dire, ça amène à rêver. Donc moi déjà je vais te remercier d'être avec nous ce soir, de nous avoir partagé toute cette passion, toutes ces données et vraiment tous ces éléments, c'est un plaisir et encore une fois une émission je pense qui est très intéressante, qui nous a passionnés en tout cas, donc merci beaucoup. Et puis je vais laisser Simon aussi te dire un mot, mais nous notre petite tradition c'est qu'après on va te laisser le mot de la fin. Tu pourras dire ce que tu veux, ce que tu as envie de dire, scientifique ou non, ce sera libre à toi, mais Simon, je t'en prie. Non mais oui, effectivement, comme tu l'as dit, déjà je tiens à te remercier de ta présence avec nous ce soir et puis de nous expliquer encore une fois à quel point le domaine spatial et le domaine de la recherche spatiale est quand même très particulier, de par son ouverture, parce que encore une fois les données de Gaïa sont accessibles à toutes et tous, pour peu qu'on comprenne un petit peu comment les manier, forcément, mais c'est le cas aussi des données du James Webb Space Telescope, les données Hubble d'une manière similaire également, et ça, c'est je trouve quelque chose dans le domaine de la recherche qui n'est pas le cas dans toutes les disciplines, et pour des objets qui ont coûté si cher, qui ont pris autant de temps à être développés, de pays qui ont collaboré parfois de manière un peu différente de la diplomatie, disons, entre ces pays qui peuvent être rivaux sur d'autres sujets. Donc je trouve vraiment que c'est quelque chose d'à la fois motivant, d'épanouissant aussi, de travailler et d'évoluer dans ce métier-là. Donc tu nous l'as parfaitement illustré ce soir et on se doute que Gaïa nous réserve encore beaucoup de surprises et peut-être que ses successeurs le feront aussi, en tout cas on l'espère. Donc merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. On espère que tu as passé un bon moment et qu'on aura l'occasion de discuter avec toi à l'avenir des avancées de ce projet. Donc voilà, on te laisse le mot de la fin. Et encore une fois, merci. Très bon moment partagé aussi, hein, merci pour votre accueil. Concernant Gaïa, donc effectivement, restez connectés parce que dès la seconde moitié de 2026, normalement, il y aura du nouveau, avec un nouveau catalogue. Après, j'invite aussi toutes les auditrices et auditeurs à suivre peut-être les actualités du CNES sur leur réseau et sur leur site internet, puisque effectivement, beaucoup d'activités spatiales ne se déroulent pas que au CNES, mais sont suivis par le CNES et c'est aussi le rôle du CNES de participer à la communication, justement, grand public ou pas, de tous ces projets-là, pour faire rêver, pour effectivement montrer où va la science et donner l'envie peut-être effectivement à certains d'en faire leur métier. Donc merci à vous de m'avoir donné l'opportunité de partager tout ça.
Avec grand plaisir. Merci à toutes celles et ceux qui sont encore avec nous en cette fin de podcast. On vous invite à continuer à écouter d'autres podcasts sur le domaine spatial ou autres sur Good Morning Toulouse. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle mission. Et à plus tard.